Vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA. Et on reçoit aujourd'hui une découverte, quelqu'un de Québec très dynamique, Sacha Poitras. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de m'inviter à votre émission. Alors, oui, parce qu'on n'a pas souvent parlé dans les médias jusqu'à maintenant de cette maison qui s'appelle Le Nègre Éditeur. Je vous ai, Sacha Poitras, crédité comme fondateur. On m'a dit que c'était pas tout à fait le cas. Donc, en tout cas, on peut dire très actif au sein de cette maison qu'on pourrait résumer premièrement par son caractère international. C'est même très concret là, du moment où on ouvre les exemplaires. On a une adresse en France, en Allemagne, la région de Québec aussi. Donc, j'aurais envie de commencer par présenter globalement la maison. On parle de 4 ouvrages parus jusqu'à maintenant. Tout à fait. Alors, Pape Macodou, dont on parlera, qu'il est lui le fondateur de la poésie, des nouvelles. Vous avez vous-même publié l'écrivain des nouvelles dans cette maison, donc qui privilégie, on pourrait dire, le format moyen, là, qui n'est pas un format poche, qui est un peu entre les deux, et des titres, et ça, vraiment, j'ai envie de commencer avec ça, des titres très révélateurs, très colorés. En tout cas, vous avez la formule du titre. On a l'écrivain, archéologie du verbe, forcer la source, perpétuité de Gibraltar. Alors, on est là dans des eaux, on peut dire, très littéraires. On va dire c'est normal pour des livres, mais on ne donne pas dans la facilité. C'est des livres donc qui vont vraiment vers l'exploration du style de thème aussi. Le voyage est très présent dans plusieurs. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment le littéraire qui nous préoccupe, ouais. qui nous tient vraiment à cœur. Donc, que ce soit un roman, un essai, une pièce de théâtre, des poèmes, peu importe, du moment qu'il y a un style, du moment qu'il y a une écriture qui jaillit en quelque sorte et qui nous fasse réfléchir et qui nous fasse, comment est-ce que je pourrais dire, qui est un peu un puits de beauté. Et finalement, pour nous, c'est le plus important. Et aussi, vous avez souligné les titres et aussi, comment est-ce que je pourrais dire, il y a une certaine mode en ce moment, mais je pense qu'elle a existé de toute manière, mais peut-être avec l'hypertrophie de l'ego qu'on vit actuellement dans notre époque, du témoignage. Absolument. Je n'ai absolument rien contre le témoignage. Il y a eu des témoignages bouleversants dans la littérature. On n'a qu'à penser à un livre comme Si c'était un homme de Primo Levi sur la réalité des camps de concentration. Mais le témoignage sans style, pour moi, apparaît un peu comme une perte de temps. Okay. Mais je veux dire, si ça peut soulager certains individus, je n'ai absolument rien contre. Ça peut être une très bonne forme de thérapie, mais pour moi, l'écriture, et je dirais un peu pour le Nègre Éditeur en général, l'écriture thérapeutique, c'est pas vraiment ce que nous recherchons à publier. Beaucoup plus l'écriture artistique qui vraiment nous réconcilie en quelque sorte l'écriture comme moyen d'expression et l'art en général. Donc, effectivement, vous faites bien de souligner le témoignage parce que lorsqu'on parle de toute jeune maison ou des gens qui s'éditent eux-mêmes, on est souvent effectivement dans ces eaux-là. Alors vous, on ne parle pas on parle d'une maison en soi, mais dont on sent la présence constante de certains individus. Donc, qui sont-ils répartis sur la planète? Comment a été créée cette idée de maison d'édition du Nègre? Comment se fait le lien entre, par exemple, on parlait de la France, d'écrivains. Donc, comment est née finalement cette association avec notamment un auteur sénégalais, Pape Macodou? Je dois tout d'abord souligner le rôle marquant et fondateur de Pape Macodou, qui a littéralement fondé cette maison d'édition. Et je dois dire un peu, si on remonte un peu aux prémices de la création de cette maison d'édition, prémisse souvent insoupçonnée, c'est que j'ai rencontré Pape Macodou, je me suis lié d'amitié avec Macodou lors d'un séjour d'études à Aix-en-Provence et nos discussions tournaient souvent autour de la littérature. Et notre passion de la littérature nous a rendus lucides sur l'état actuel du monde de l'édition, un monde où il y a énormément de végétariat, de collusion entre les grandes maisons d'édition et les préofficiels. Ce serait pas si inquiétant, bon, des strass et des paillettes, il en faut toujours, mais le problème c'est que cela empêche beaucoup de nouvelles voix singulières d'émerger. Et donc, petit à petit, ces discussions, bien que le projet n'était pas encore présent, mais ont fait leur petit bout de chemin. Et Pape Macodou a créé, il y a quelques mois, il y a environ 6 mois de cela, cette maison d'édition, Le Nègre Éditeur. C'est vraiment tout jeune. Là. C'est une jeune maison d'édition, donc il y a encore dans son enfance. Et est-ce qu'il y aura une adolescence pénible? Nous le verrons en temps et lieu. Et aussi, je voudrais souligner un aspect très important, c'est que, comme vous l'avez dit, nous publions et distribuons principalement en France, au Québec, nous tentons de percer le marché africain. Et bien que nous ayons l'intention de publier
dans un proche avenir des traductions. Pour l'instant, nous sommes dans l'univers de la francophonie, qui est un univers fascinant, mais qui est un univers très chargé au niveau de l'idéologie. Je voudrais prendre l'image suivante pour décrire un peu cet univers. Je prendrai un peu l'image d'une cité assiégée. Par exemple, on entend sans cesse la mondialisation, le rouleau compresseur anglo-américain. Et bon, certes, il y a une certaine, comment est-ce que je pourrais dire, il y a une certaine, il y a des bonnes raisons d'être assiégé en quelque sorte. Mais le hic, c'est que dans cette ville assiégée, il y a diverses factions qui se font la guerre, comme par exemple des puristes qui croient que la langue française a été créée au XVIIe siècle et qu'il ne faut pas bouger de là. Et de l'autre côté, l'autre extrême, des gens qui veulent faire table rase de tout, qui vraiment, c'est vraiment, quand je parlais du témoignage il y a quelques instants, c'est vraiment les libres expressions tout à fait débridées, sans aucun contenu. Et souvent, souvent l'art passe au second degré. La création fait place à la revendication. Alors, je dirais, si j'utilise une autre image, entre ces diverses factions, le nègre-éditeur joue un peu le rôle d'agent double. En quelque sorte, nous trafiquons entre ces diverses factions. Nous vendons à l'un et à l'autre, parce que pour nous, le plus important, ce n'est aucunement la revendication, mais la création. Vraiment faire publier des auteurs qui nous semblent marquants, publier des voix singulières et des livres qui non seulement nous l'espérons, mais nous croyons que dans un avenir qu'on espère le plus rapproché possible, seront marquants d'une certaine manière. Et j'ai envie d'ailleurs de vous ouvrir la porte à parler de ces auteurs. Donc, vous-même, premier titre paru, en fait, ce n'est pas le premier du Nègre-Éditeur, mais c'est votre premier pour vous, donc L'écrivain. 2 nouvelles, une très courte, une très longue, qui pourrait même aspirer au roman. Enfin, on pourrait entrer dans les genres. Je sais que vous avez une formation en création littéraire, ce qui n'est pas mon cas. Évidemment, on pourrait être très pointu là-dessus. Peut-être nous parler de ce projet, parce que j'imagine qu'au moment où l'association s'est faite, il y avait une opportunité aussi de publication pour vous à travers tout ça. Il y avait une opportunité, en fait, c'est Macodou qui m'a suggéré de publier ces 2 nouvelles, parce que, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, lors de notre séjour à Aix-en-Provence, donc nous avons lu chacun des écrits de l'autre, et là, il a bien aimé ces 2 nouvelles, donc il a me proposé de les publier, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Donc, comme vous avez dit, ces 2 nouvelles, l'une somme toute assez courte et l'autre qu'on pourrait cataloguer de longues nouvelles. Oui, tout à fait. Et ces 2 nouvelles portent sur le statut de l'écrivain dans la société. Absolument. La figure de l'écrivain dans la société. Et en fait, je voudrais juste peut-être m'attarder un peu plus sur la longue nouvelle, étant donné que la courte nouvelle est en quelque sorte une longue métaphore, si je peux m'exprimer ainsi. Absolument. Donc, la plus longue, donc, ayant comme titre, et ça, encore là, on revient au titre, Ne souhaite pas le jour car la nuit nous a cachés. Alors, très, très poétique. On est vraiment dans des univers, et vous avez cette formule, j'ai lu L'écrivain, vous avez cette formule d'image, beaucoup de descriptions, en très peu de mots, en fait. Il y a quelque chose d'assez concis. Vous n'hésitez pas à jouer du point. C'est des phrases courtes, mais avec une force d'évocation. On sent qu'il y a une volonté de ce côté-là. Là. En fait, si je reviens au titre, Ne souhaite pas le jour car la nuit nous a cachés. Donc, c'est en quelque sorte l'histoire d'une rencontre dans un train entre un archéologue et un écrivain qui a dû s'exiler de son pays natal, étant donné que c'est un pays totalitaire qui ne fait pas la vie facile aux écrivains. Et donc, ils se rencontrent et ils discutent. Et donc, dans cette discussion, chacun va s'immerger dans ses propres souvenirs, mais également dans les souvenirs de l'autre. Et c'est en quelque sorte un peu comme sur le mode des poupées russes, où on ouvre une poupée russe, par exemple, une histoire va déboucher sur une autre histoire, qui va déboucher sur une autre histoire, jusqu'à un récit indivisible où les êtres ne pourront pas se cacher. Et en fait, je dis, s'il y avait une morale à coller à ce titre, ou plutôt une éthique ou un message, c'est que qu'on soit dans un pays totalitaire ou dans une société dite libre, l'imaginaire demeure un proscrit. En fait, ce voyage dans le train, cette rencontre est propice, c'est le prétexte d'une rencontre à un voyage beaucoup plus grand que cette simple traversée géographique. Et une réflexion aussi, bon, il y a l'archéologue, par exemple, qui a un travail sur le passé, sur la mémoire, sur les souvenirs des autres aussi, donc à travers tout ça, une métaphore des objets sur lesquels il travaille. Tout à fait, sur l'héritage, ce qu'on doit porter, également ce qu'on doit délaisser éventuellement pour faire son propre chemin. Tout à fait. Alors, on a commencé par vous, tout seigneur, tout honneur. Merci infiniment. On va y aller géographiquiquement avec Simon Auclair, qui est aussi un Québécois, perpétuité de Gibraltar. Je sais que vous aviez envie, là, comme ça, qu'on passe peut-être quelques titres, en fait, les 4 titres,
vite puisque le catalogue, on a la chance ce matin de passer à travers le catalogue au complet. Peut-être un mot sur ça aussi. Tout à fait, et surtout que Simon Auclair le mérite grandement. Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est l'un des lauréats du prix du jeune écrivain francophone. Donc un prix, somme toute, assez, vraiment un prix très prestigieux. Il fait partie de ces lauréats. Et ce qui est très intéressant dans Perpétuité de Gibraltar, c'est que c'est des courtes nouvelles qu'on pourrait appeler, des nouvelles, des fragments d'instants. Oui. Et c'est des fragments d'hypersensation où c'est le même narrateur qui finalement va de situation en situation, souvent des situations qu'on pourrait qualifier à prime abord d'anodines, par exemple, réserver une chambre d'hôtel, aller au restaurant, des réflexions. Sauf que ce narrateur, il analyse chaque détail et il fait référence à des œuvres littéraires, oui, tout à fait. À plusieurs courants artistiques également, et ça se fusionne et ça devient des fragments d'hypersensation. Et vraiment, c'est une lecture, à mon avis, on ne peut pas décrocher. Vraiment, c'est très difficile de décrocher, à tel point que le regard est à la fois précis mais inusité. Vraiment, c'est une expérience littéraire, à mon avis, quasi inédite. Et je voudrais juste revenir sur le titre, le titre, non Perpétuité du Gibraltar, mais le titre d'une des nouvelles qui s'intitule L'expérience du terrain. En fait, dans cette nouvelle, Simon Auclair fait un amalgame. En fait, il évoque une partie de jeu vidéo, un jeu vidéo sur la Deuxième Guerre mondiale, et à la fin, il débouche sur une réflexion d'Antonin Artaud. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une littérature qui déchiffre notre temps sans pour autant renier l'héritage qui nous a précédés. Et je trouve le choix de cette nouvelle très judicieux parce que souvent on entend ça, l'expression l'expérience du terrain. Il faut avoir l'expérience du terrain, que ce soit en politique, en sociologie, et aussi en art, en littérature. Quelqu'un qui a, qui a fait vraiment la guerre, qui a vraiment vécu une expérience traumatisante, on dirait qu'il a un crédit de plus. Mais souvent, ça cantonne la littérature dans une vision très stérile et très aride. Une littérature qui ne dépend uniquement que de connaissances objectives. Et justement, c'est en quelque sorte un certain manifeste, parce que à la pleine lumière, je dirais, nous préférons le clair-obscur. Donc, et l'idée d'une expérience par procuration, d'une certaine mesure, c'est-à-dire de s'approprier, on revient au témoignage, de ne pas avoir à avoir cette vision absolument objective de raconter finalement ce qu'on a vécu. Tout à fait, surtout que la parole de l'autre me renseigne évidemment autant sur l'autre que sur moi. Alors que le simple témoignage, sans aucun style, c'est une littérature, je m'excuse d'utiliser le terme, mais un peu autiste finalement. Tout à fait. Alors, poésie, très belle archéologie du verbe. Encore là, donc et ça c'est important. Donc c'est Pape Macodou, donc le fondateur, et il a 2 publications. Poésie, est-ce que c'est une ambition aussi du NEC, vous le disiez en introduction, peu importe le genre, le style, le genre en fait. Donc on pourrait imaginer d'autres publications de poésie. Ah, tout à fait, avec grand plaisir, et d'autres publications de romans, d'essais, ou qui sait bien sûr avec la tendance qui est de plus en plus courante de faire un mélange de tous les genres littéraires. Vraiment pour nous c'est le style qui importe. Donc comme vous l'avez dit, un très beau recueil de poèmes. C'est en quelque sorte l'aventure de la poésie dans cette époque, marquée par la violence économique et par une nature tout à fait débridée, une nature qu'on sent ivre, déboussolée. Et c'est une débâcle qui traverse divers territoires et diverses mythologies. À titre d'exemple, l'Afrique urbaine peut côtoyer une scène tirée des évangiles. Donc vraiment, c'est vraiment un melting pot de plusieurs influences. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que Pape Macodou utilise tout l'arsenal du verbe. Donc, il peut utiliser des termes faisant référence aux divers savoirs jusqu'aux mots les plus crus. Et si vous me permettez, je voudrais lire la 4e couverture qui me semble, qui est un beau condensé, à mon avis, de l'écriture de ce magnifique recueil. Je ne comprends plus moi-même ce que je suis devenu. Les mots que je voulais dire ont volé en éclats. Les rues et le courage enflent dans le souvenir. L'obscurité gifle la lumière. Les vieillards prennent feu. Les nouveaux-nés avalent l'angoisse des ouvre-bouteilles. Le trésor public décortique par le pet la banalité des testicules. Les mots n'ont plus le droit de savoir. Donc, c'est un peu une quête de la poésie dans ce monde tout à fait sans frontières, sans repères. Et je trouve que c'est une expérience de lecture très intéressante. Alors, voilà pour Archéologie du verbe, effectivement, original et très intéressant. Et Forcer la source l'année prochaine sur les routes de la soie. Un autre roman, en terminant, donc, un autre roman dont vous
qu'est-ce que vous nous diriez? C'est un roman, donc, comme vous le disiez il y a quelques instants, Pat Macodou a publié Archéologie du verbe, mais également ce magnifique roman, Forcer la source. C'est en quelque sorte le récit de plusieurs étudiants d'origine africaine installés à Aix-en-Provence. Donc, vous voyez un peu un caractère autobiographique, mais qui va bien au-delà de ce postulat autobiographique, parce que c'est vraiment une écriture très soignée et qui fait référence à de nombreux écrivains. Absolument, là aussi. Notre thème récurrent, la place de l'écrivain. On parle de Houellebecq, Mallarmé, Solzhenitsyn. Donc, il y a aussi ce regard sur l'histoire, en tout cas même récente. Houellebecq, c'est tout à fait contemporain. Tout à fait. Donc, ce regard sur les autres écritures, cette intertextualité, si je peux m'exprimer ainsi. Et aussi, il y a une scène, bon, souvent on entend parler de l'Afrique, bon, pour des raisons que ce soit, par exemple, les rivalités économiques, Chine, États-Unis, pour avoir les ressources africaines, évidemment, les situations politiques des plus troublées, par exemple au Kenya actuellement. Absolument. Et souvent, c'est un regard, somme toute, assez condescendant. Et souvent, l'écrivain ou l'artiste en général, avant de se pencher un regard, avant de regarder l'autre, souvent, il doit presque entériner un manifeste exotico-humanitaire, où vraiment, souvent un regard très condescendant et souvent très mièvre. Et ce livre fait du bien parce qu'il n'y a pas du tout de regard condescendant. Vraiment, c'est une écriture à la fois très franche, mais très belle. Et je pense en particulier à une scène où, à un moment donné, un immigrant clandestin est arrêté dans un train par des policiers et un couple d'Africains assiste à la scène. Le couple d'Africains qui sont réguliers, entre parenthèses, assiste à la scène. Et bon, on a vu plusieurs reportages sur cette question des plus douloureuses, mais c'est raconté avec un style où il n'y a aucune mièvrerie, où il n'y a aucun sentimentalisme, mais c'est vraiment un style pleinement littéraire. Et je crois que c'est ce que doit faire la littérature. Regarder le monde dans lequel nous vivons, mais pas avec, comment est-ce que je pourrais dire, avec les outils, les formidables outils de la littérature. Et de ne pas, il y a aussi un caractère de ne pas être exotique dans la mesure où une écriture africaine, de ne pas toujours l'avoir, j'ai pensé en voyant un peu le répertoire, le corpus, disons, des ingréditeurs à des gens, par exemple, comme Alain Mabank ou Gary Victor, qui sont des écrivains qui s'inspirent beaucoup de ces racines-là, mais en étant tout à fait internationaux. Est-ce que la francophonie permet aussi, c'est-à-dire cette diversité de voix en fait, nous l'espérons, et ce que vous venez de dire, nous voulons vraiment nous frayer un chemin justement en quelque sorte vers cette route. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que justement avec la francophonie, j'ai parlé de diverses factions et bon, par exemple, lorsqu'on lit les critiques littéraires, on entend les critiques littéraires parlant des auteurs de la francophonie. Souvent, c'est une vision très un peu comme si la langue française allait se reposer au soleil. En quelque sorte. Voilà, c'est ce que j'entends par exotisme, c'est-à-dire cette espèce d'idée, c'est folklorique, c'est sympathique, le français hors de Paris et le Québec en souffre aussi. On a vu le dernier salon du livre de Paris, cette quête toujours de légitimité des grands centres par rapport à ces petits satellites sympathiques. Faut sortir de ça. Il faut sortir de ça, je veux dire, parce que au-delà, parce que sinon une petite blague, on risque d'attraper des coups de soleil. Mais vraiment, c'est pour nous, je veux dire, à la rigueur, je dirais un livre comme de Simon Clair, le livre de Simon Clair, Perpétuité de Gibraltar, est aussi exotique entre parenthèses que le livre de Macodou. Tous les deux livres nous procurent des expériences littéraires qui nous plongent dans un ailleurs, un ailleurs évidemment bien différent, mais un ailleurs qui nous fait voir autre chose. En tout cas, tant mieux que vous apportiez autre chose dans le paysage littéraire. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, Sacha Poitras. On vous écouterait pendant des heures, vraiment un enthousiasme délirant, tout à fait contagieux, bien agréable de vous recevoir. Merci infiniment pour vos merveilleuses questions. Alors, merci beaucoup. On rappelle Le Nègre éditeur pour les gens qui voudraient s'en procurer. Bon, j'imagine le réseau de distribution est encore peut-être un peu plus limité ou comment vous fonctionnez? En fait, par exemple, à Québec, nous avons 2 librairies qui nous distribuent. Donc, la boutique du livre à Place de la Cité et la librairie La Liberté dans la Pyramide. Et si vous me permettez, je voudrais dire l'adresse du site internet du Nègre éditeur, qui est lenègreéditeur.blogspot.com. Donc, blogspot.com. Et là, vous trouverez la liste complète des librairies, par exemple, d'autres textes, des textes publiés sur Internet, les dernières nouvelles reliées au Nègre éditeur, donc un peu pour avoir un peu des nouvelles de cette maison en pleine croissance. C'est le lieu idéal pour en avoir. Alors, merci beaucoup et vous souvenez-vous que vous en auriez entendu parler à Épilogue avant les autres, alors dès les premiers mois. Merci beaucoup pour cet entretien sur cette maison et bonne chance, longue vie au Nègre éditeur.
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA. Et on reçoit aujourd'hui une découverte, quelqu'un de Québec très dynamique, Sacha Poitras. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de m'inviter à votre émission. Alors, oui, parce qu'on n'a pas souvent parlé dans les médias jusqu'à maintenant de cette maison qui s'appelle Le Nègre Éditeur. Je vous ai, Sacha Poitras, crédité comme fondateur. On m'a dit que c'était pas tout à fait le cas. Donc, en tout cas, on peut dire très actif au sein de cette maison qu'on pourrait résumer premièrement par son caractère international. C'est même très concret là, du moment où on ouvre les exemplaires. On a une adresse en France, en Allemagne, la région de Québec aussi. Donc, j'aurais envie de commencer par présenter globalement la maison. On parle de 4 ouvrages parus jusqu'à maintenant. Tout à fait. Alors, Pape Macodou, dont on parlera, qu'il est lui le fondateur de la poésie, des nouvelles. Vous avez vous-même publié l'écrivain des nouvelles dans cette maison, donc qui privilégie, on pourrait dire, le format moyen, là, qui n'est pas un format poche, qui est un peu entre les deux, et des titres, et ça, vraiment, j'ai envie de commencer avec ça, des titres très révélateurs, très colorés. En tout cas, vous avez la formule du titre. On a l'écrivain, archéologie du verbe, forcer la source, perpétuité de Gibraltar. Alors, on est là dans des eaux, on peut dire, très littéraires. On va dire c'est normal pour des livres, mais on ne donne pas dans la facilité. C'est des livres donc qui vont vraiment vers l'exploration du style de thème aussi. Le voyage est très présent dans plusieurs. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment le littéraire qui nous préoccupe, ouais. qui nous tient vraiment à cœur. Donc, que ce soit un roman, un essai, une pièce de théâtre, des poèmes, peu importe, du moment qu'il y a un style, du moment qu'il y a une écriture qui jaillit en quelque sorte et qui nous fasse réfléchir et qui nous fasse, comment est-ce que je pourrais dire, qui est un peu un puits de beauté. Et finalement, pour nous, c'est le plus important. Et aussi, vous avez souligné les titres et aussi, comment est-ce que je pourrais dire, il y a une certaine mode en ce moment, mais je pense qu'elle a existé de toute manière, mais peut-être avec l'hypertrophie de l'ego qu'on vit actuellement dans notre époque, du témoignage. Absolument. Je n'ai absolument rien contre le témoignage. Il y a eu des témoignages bouleversants dans la littérature. On n'a qu'à penser à un livre comme Si c'était un homme de Primo Levi sur la réalité des camps de concentration. Mais le témoignage sans style, pour moi, apparaît un peu comme une perte de temps. Okay. Mais je veux dire, si ça peut soulager certains individus, je n'ai absolument rien contre. Ça peut être une très bonne forme de thérapie, mais pour moi, l'écriture, et je dirais un peu pour le Nègre Éditeur en général, l'écriture thérapeutique, c'est pas vraiment ce que nous recherchons à publier. Beaucoup plus l'écriture artistique qui vraiment nous réconcilie en quelque sorte l'écriture comme moyen d'expression et l'art en général. Donc, effectivement, vous faites bien de souligner le témoignage parce que lorsqu'on parle de toute jeune maison ou des gens qui s'éditent eux-mêmes, on est souvent effectivement dans ces eaux-là. Alors vous, on ne parle pas on parle d'une maison en soi, mais dont on sent la présence constante de certains individus. Donc, qui sont-ils répartis sur la planète? Comment a été créée cette idée de maison d'édition du Nègre? Comment se fait le lien entre, par exemple, on parlait de la France, d'écrivains, donc comment est née finalement cette association avec notamment un auteur sénégalais, Pape Macodou? Je dois tout d'abord souligner le rôle marquant et fondateur de Pape Macodou, qui a littéralement fondé cette maison d'édition. Et je dois dire un peu, si on remonte un peu aux prémices de la création de cette maison d'édition, prémisse souvent insoupçonnée, c'est que j'ai rencontré Pape Macodou, je me suis lié d'amitié avec Macodou lors d'un séjour d'études à Aix-en-Provence et nos discussions tournaient souvent autour de la littérature. Et notre passion de la littérature nous a rendus lucides sur l'état actuel du monde de l'édition, un monde où il y a énormément de végétariat, de collusion entre les grandes maisons d'édition et les préofficiels. Ce serait pas si inquiétant, bon, des strass et des paillettes, il en faut toujours, mais le problème c'est que cela empêche beaucoup de nouvelles voix singulières d'émerger. Et donc, petit à petit, ces discussions, bien que le projet n'était pas encore présent, mais ont fait leur petit bout de chemin. Et Pape Macodou a créé, il y a quelques mois, il y a environ 6 mois de cela, cette maison d'édition, Le Nègre Éditeur. C'est vraiment tout jeune, là. C'est une jeune maison d'édition, donc il y a encore dans son enfance. Et est-ce qu'il y aura une adolescence pénible? Nous le verrons en temps et lieu. Et aussi, je voudrais souligner un aspect très important, c'est que, comme vous l'avez dit, nous publions et distribuons principalement en France, au Québec, nous tentons de percer le marché africain. Et bien que nous ayons l'intention de publier
dans un proche avenir des traductions. Pour l'instant, nous sommes dans l'univers de la francophonie, qui est un univers fascinant, mais qui est un univers très chargé au niveau de l'idéologie. Je voudrais prendre l'image suivante pour décrire un peu cet univers. Je prendrai un peu l'image d'une cité assiégée. Par exemple, on entend sans cesse la mondialisation, le rouleau compresseur anglo-américain. Et bon, certes, il y a une certaine, comment est-ce que je pourrais dire, il y a une certaine, il y a des bonnes raisons d'être assiégé en quelque sorte. Mais le hic, c'est que dans cette ville assiégée, il y a diverses factions qui se font la guerre, comme par exemple des puristes qui croient que la langue française a été créée au XVIIe siècle et qu'il ne faut pas bouger de là. Et de l'autre côté, l'autre extrême, des gens qui veulent faire table rase de tout, qui vraiment, c'est vraiment, quand je parlais du témoignage il y a quelques instants, c'est vraiment les libres expressions tout à fait débridées, sans aucun contenu. Et souvent, souvent l'art passe au second degré. La création fait place à la revendication. Alors, je dirais, si j'utilise une autre image, entre ces diverses factions, le Nègre éditeur joue un peu le rôle d'agent double. En quelque sorte, nous trafiquons entre ces diverses factions. Nous vendons à l'un et à l'autre, parce que pour nous, le plus important, ce n'est aucunement la revendication, mais la création. Vraiment faire publier des auteurs qui nous semblent marquants, publier des voix singulières et des livres qui non seulement nous l'espérons, mais nous croyons que dans un avenir qu'on espère le plus rapproché possible, seront marquants d'une certaine manière. Et j'ai envie d'ailleurs de vous ouvrir la porte à parler de ces auteurs. Donc, vous-même, premier titre paru, en fait, ce n'est pas le premier du Nègre éditeur, mais c'est votre premier pour vous, donc L'écrivain. 2 nouvelles, une très courte, une très longue, qui pourrait même aspirer au roman. Enfin, on pourrait entrer dans les genres. Je sais que vous avez une formation en création littéraire, ce qui n'est pas mon cas. Évidemment, on pourrait être très pointu là-dessus. Peut-être nous parler de ce projet, parce que j'imagine qu'au moment où l'association s'est faite, il y avait une opportunité aussi de publication pour vous à travers tout ça. Il y avait une opportunité, en fait, c'est Macodou qui m'a suggéré de publier ces 2 nouvelles, parce que, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, lors de notre séjour à Aix-en-Provence, donc nous avons lu chacun des écrits de l'autre, et là, il a bien aimé ces 2 nouvelles, donc il a me proposé de les publier, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Donc, comme vous avez dit, ces 2 nouvelles, l'une somme toute assez courte et l'autre qu'on pourrait cataloguer de longues nouvelles. Oui, tout à fait. Et ces 2 nouvelles portent sur le statut de l'écrivain dans la société. Absolument. La figure de l'écrivain dans la société. Et en fait, je voudrais juste peut-être m'attarder un peu plus sur la longue nouvelle, étant donné que la courte nouvelle est en quelque sorte une longue métaphore, si je peux m'exprimer ainsi. Absolument. Donc, la plus longue, donc, ayant comme titre, et ça, encore là, on revient au titre, Ne souhaite pas le jour car la nuit nous a cachés. Alors, très, très poétique. On est vraiment dans des univers, et vous avez cette formule, j'ai lu L'écrivain, vous avez cette formule d'image, beaucoup de descriptions, en très peu de mots, en fait. Il y a quelque chose d'assez concis. Vous n'hésitez pas à jouer du point. C'est des phrases courtes, mais avec une force d'évocation. On sent qu'il y a une volonté de ce côté-là. Là. En fait, si je reviens au titre, Ne souhaite pas le jour car la nuit nous a cachés. Donc, c'est en quelque sorte l'histoire d'une rencontre dans un train entre un archéologue et un écrivain qui a dû s'exiler de son pays natal, étant donné que c'est un pays totalitaire qui ne fait pas la vie facile aux écrivains. Et donc, ils se rencontrent et ils discutent. Et donc, dans cette discussion, chacun va s'immerger dans ses propres souvenirs, mais également dans les souvenirs de l'autre. Et c'est en quelque sorte un peu comme sur le mode des poupées russes, où on ouvre une poupée russe, par exemple, une histoire va déboucher sur une autre histoire, qui va déboucher sur une autre histoire, jusqu'à un récit indivisible où les êtres ne pourront pas se cacher. Et en fait, je dis, s'il y avait une morale à coller à ce titre, ou plutôt une éthique ou un message, c'est que qu'on soit dans un pays totalitaire ou dans une société dite libre, l'imaginaire demeure un proscrit. En fait, ce voyage dans le train, cette rencontre est propice, c'est le prétexte d'une rencontre à un voyage beaucoup plus grand que cette simple traversée géographique. Et une réflexion aussi, bon, il y a l'archéologue, par exemple, qui a un travail sur le passé, sur la mémoire, sur les souvenirs des autres aussi, donc à travers tout ça, une métaphore des objets sur lesquels il travaille. Tout à fait, sur l'héritage, ce qu'on doit porter, également ce qu'on doit délaisser éventuellement pour faire son propre chemin. Tout à fait. Alors, on a commencé par vous, tout seigneur, tout honneur. Merci infiniment. On va y aller géographiquiquement avec Simon Auclair, qui est aussi un Québécois, perpétuité de Gibraltar. Je sais que vous aviez envie, là, comme ça, qu'on passe peut-être quelques titres, en fait, les 4 titres,
vite puisque le catalogue, on a la chance ce matin de passer à travers le catalogue au complet. Peut-être un mot sur ça aussi. Tout à fait, et surtout que Simon Auclair le mérite grandement. Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est l'un des lauréats du prix du jeune écrivain francophone. Donc un prix, somme toute, assez, vraiment un prix très prestigieux. Il fait partie de ces lauréats. Et ce qui est très intéressant dans Perpétuité de Gibraltar, c'est que c'est des courtes nouvelles qu'on pourrait appeler, des nouvelles, des fragments d'instants. Oui. Et c'est des fragments d'hypersensation où c'est le même narrateur qui finalement va de situation en situation, souvent des situations qu'on pourrait qualifier à prime abord d'anodines, par exemple, réserver une chambre d'hôtel, aller au restaurant, des réflexions. Sauf que ce narrateur, il analyse chaque détail et il fait référence à des œuvres littéraires, oui, tout à fait. À plusieurs courants artistiques également, et ça se fusionne et ça devient des fragments d'hypersensation. Et vraiment, c'est une lecture, à mon avis, on ne peut pas décrocher. Vraiment, c'est très difficile de décrocher, à tel point que le regard est à la fois précis mais inusité. Vraiment, c'est une expérience littéraire, à mon avis, quasi inédite. Et je voudrais juste revenir sur le titre, le titre, non Perpétuité du Gibraltar, mais le titre d'une des nouvelles qui s'intitule L'expérience du terrain. En fait, dans cette nouvelle, Simon Auclair fait un amalgame. En fait, il évoque une partie de jeu vidéo, un jeu vidéo sur la Deuxième Guerre mondiale, et à la fin, il débouche sur une réflexion d'Antonin Artaud. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une littérature qui déchiffre notre temps sans pour autant renier l'héritage qui nous a précédés. Et je trouve le choix de cette nouvelle très judicieux parce que souvent on entend ça, l'expression l'expérience du terrain. Il faut avoir l'expérience du terrain, que ce soit en politique, en sociologie, et aussi en art, en littérature. Quelqu'un qui a, qui a fait vraiment la guerre, qui a vraiment vécu une expérience traumatisante, on dirait qu'il a un crédit de plus. Mais souvent, ça cantonne la littérature dans une vision très stérile et très aride. Une littérature qui ne dépend uniquement que de connaissances objectives. Et justement, c'est en quelque sorte un certain manifeste, parce que à la pleine lumière, je dirais, nous préférons le clair-obscur. Donc, et l'idée d'une expérience par procuration, d'une certaine mesure, c'est-à-dire de s'approprier, on revient au témoignage, de ne pas avoir à avoir cette vision absolument objective de raconter finalement ce qu'on a vécu. Tout à fait, surtout que la parole de l'autre me renseigne évidemment autant sur l'autre que sur moi. Alors que le simple témoignage, sans aucun style, c'est une littérature, je m'excuse d'utiliser le terme, mais un peu autiste finalement. Tout à fait. Alors, poésie, très belle archéologie du verbe. Encore là, donc et ça c'est important. Donc c'est Pape Macodou, donc le fondateur, et il a 2 publications. Poésie, est-ce que c'est une ambition aussi du NEC, vous le disiez en introduction, peu importe le genre, le style, le genre en fait. Donc on pourrait imaginer d'autres publications de poésie. Ah, tout à fait, avec grand plaisir, et d'autres publications de romans, d'essais, ou qui sait bien sûr avec la tendance qui est de plus en plus courante de faire un mélange de tous les genres littéraires. Vraiment pour nous c'est le style qui importe. Donc comme vous l'avez dit, un très beau recueil de poèmes. C'est en quelque sorte l'aventure de la poésie dans cette époque, marquée par la violence économique et par une nature tout à fait débridée, une nature qu'on sent ivre, déboussolée. Et c'est une débâcle qui traverse divers territoires et diverses mythologies. À titre d'exemple, l'Afrique urbaine peut côtoyer une scène tirée des évangiles. Donc vraiment, c'est vraiment un melting pot de plusieurs influences. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que Pape Macodou utilise tout l'arsenal du verbe. Donc, il peut utiliser des termes faisant référence aux divers savoirs jusqu'aux mots les plus crus. Et si vous me permettez, je voudrais lire la 4e de couverture qui me semble, qui est un beau condensé, à mon avis, de l'écriture de ce magnifique recueil. Je ne comprends plus moi-même ce que je suis devenu. Les mots que je voulais dire ont volé en éclats. Les rues et le courage enflent dans le souvenir. L'obscurité gifle la lumière. Les vieillards prennent feu. Les nouveaux-nés avalent l'angoisse des ouvre-bouteilles. Le trésor public décortique par le pet la banalité des testicules. Les mots n'ont plus le droit de savoir. Donc, c'est un peu une quête de la poésie dans ce monde tout à fait sans frontières, sans repères. Et je trouve que c'est une expérience de lecture très intéressante. Alors, voilà pour Archéologie du verbe, effectivement, original et très intéressant. Et Forcer la source l'année prochaine sur les routes de la soie. Un autre roman, en terminant, donc, un autre roman dont vous
qu'est-ce que vous nous diriez? C'est un roman, donc, comme vous le disiez il y a quelques instants, Pat McAdoo a publié Archéologie du verbe, mais également, ce magnifique roman, Forcer la source, c'est en quelque sorte le récit de plusieurs étudiants d'origine africaine installés à Aix-en-Provence. Donc, vous voyez un peu absolument, oui, un caractère autobiographique, mais qui va bien au-delà de ce postulat autobiographique, parce que c'est vraiment une écriture très soignée et qui fait référence à de nombreux écrivains. Absolument, là aussi. Notre thème récurrent, la place de l'écrivain. On parle de Houellebecq, Mallarmé, Solzhenitsyn. Donc, il y a aussi ce regard sur l'histoire, en tout cas même récente. Houellebecq, c'est tout à fait contemporain. Tout à fait. Donc, ce regard sur les autres écritures, cette intertextualité, si je peux m'exprimer ainsi. Et aussi, il y a une scène, bon, souvent on entend parler de l'Afrique, bon, pour des raisons, que ce soit par exemple les rivalités économiques, Chine, États-Unis, pour avoir les ressources africaines, évidemment les situations politiques des plus troublées, par exemple au Kenya actuellement. Absolument. Et souvent c'est un regard, somme toute, assez condescendant. Et souvent l'écrivain ou l'artiste en général, avant de se pencher un regard, avant de regarder l'autre, souvent il doit presque entériner un manifeste exotico-humanitaire, où vraiment souvent un regard très condescendant et souvent très mièvre. Et ce livre fait du bien parce qu'il n'y a pas du tout de regard condescendant. Vraiment, c'est une écriture à la fois très franche, mais très belle. Et je pense en particulier à une scène où, à un moment donné, un immigrant clandestin est arrêté dans un train par des policiers et un couple d'Africains assiste à la scène. Le couple d'Africains qui sont réguliers, entre parenthèses, assiste à la scène. Et bon, on a vu plusieurs reportages sur cette question des plus douloureuses, mais c'est raconté avec un style où il n'y a aucune mièvrerie, où il n'y a aucun sentimentalisme, mais c'est vraiment un style pleinement littéraire. Et je crois que c'est ce que doit faire la littérature. Regarder le monde dans lequel nous vivons, mais pas avec, comment est-ce que je pourrais dire, avec les outils, les formidables outils de la littérature. Et de ne pas, il y a aussi un caractère de ne pas être exotique dans la mesure où une écriture africaine, de ne pas toujours l'avoir, j'ai pensé en voyant un peu le répertoire, le corpus, disons, des ingréditeurs à des gens, par exemple, comme Alain Mabank ou Gary Victor, qui sont des écrivains qui s'inspirent beaucoup de ces racines-là, mais en étant tout à fait internationaux. Est-ce que la francophonie permet aussi, c'est-à-dire cette diversité de voix en fait, nous l'espérons, et ce que vous venez de dire, nous voulons vraiment nous frayer un chemin justement en quelque sorte vers cette route. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que justement avec la francophonie, j'ai parlé de diverses factions et bon, par exemple, lorsqu'on lit les critiques littéraires, on entend les critiques littéraires parlant des auteurs de la francophonie. Souvent, c'est une vision très un peu comme si la langue française allait se reposer au soleil. Voilà, c'est ce que j'entends par exotisme, c'est-à-dire cette espèce d'idée, c'est folklorique, c'est sympathique. La France, le français hors de Paris et le Québec en souffre aussi. On a vu le dernier salon du livre de Paris, cette quête toujours de légitimité des grands centres par rapport à ces petits satellites sympathiques. Faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Je veux dire parce que au-delà, parce que sinon une petite blague, on risque d'attraper des coups de soleil. Mais vraiment, c'est pour nous, je veux dire, à la rigueur, je dirais un livre comme de Simon Clair, le livre de Simon Clair, Perpétuité de Gibraltar, est aussi exotique entre parenthèses que le livre de McAdoo. Tous les deux livres nous procurent des expériences littéraires qui nous plongent dans un ailleurs, un ailleurs évidemment bien différent, mais un ailleurs qui nous fait voir autre chose. En tout cas, tant mieux que vous apportiez autre chose dans le paysage littéraire. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, Sacha Poitras. On vous écouterait pendant des heures, vraiment un enthousiasme délirant, tout à fait contagieux, bien agréable de vous recevoir. Merci infiniment pour vos merveilleuses questions. Alors, merci beaucoup. On rappelle Le Nègre éditeur pour les gens qui voudraient s'en procurer. Bon, j'imagine le réseau de distribution est encore peut-être un peu plus limité ou comment vous fonctionnez? En fait, par exemple, à Québec, nous avons 2 librairies qui nous distribuent. Donc, la boutique du livre à Place de la Cité et la librairie La Liberté dans la Pyramide. Et si vous me permettez, je voudrais dire l'adresse du site internet du Nègre éditeur, qui est lenègreéditeur.blogspot.com. Donc, blogspot.com. Et là, vous trouverez la liste complète des librairies, par exemple, d'autres textes, des textes publiés sur Internet, les dernières nouvelles reliées au Nègre éditeur, donc un peu pour avoir un peu des nouvelles de cette maison en pleine croissance. C'est le lieu idéal pour en avoir. Alors, merci beaucoup et vous souvenez-vous que vous en auriez entendu parler à Épilogue avant les autres, alors dès les premiers mois. Merci beaucoup pour cet entretien sur cette maison et bonne chance, longue vie au Nègre éditeur.